Le product manager, c'est lui le directeur artistique, on va dire, de son projet. L'IA, par exemple, ça reste un assistant. C'est même le pendant de l'IA. On peut tout de suite être tenté par suivre la tendance, sauf qu'il faut vraiment se raccrocher à des vrais use cases. T'as un sujet quand même de bien contrôler que l'information est correcte. Parce que l'IA, comme tu le sais, il y a des hallucinations. Les réponses, parfois, sont un peu aberrantes. Pour pallier aux hallucinations, il y a des techniques, dans les prompts, de mettre quand même des... L'IA, c'est avant tout la donnée. Si on maîtrise Python, SQL, c'est vrai que c'est un gros plus quand on est... Aujourd'hui, je suis avec François. François, il est product owner chez Criteo. Et on va s'interroger aujourd'hui à un sujet qui nous intéresse tous en tant que product owner, qui est l'utilisation de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle dans notre rôle et dans notre métier au quotidien. Hello François. Salut Alexis. Je suis ravi de te recevoir dans mon podcast. Je suis très ravi également. C'est un plaisir de venir. Et on se connaît depuis un moment déjà. On était en master ensemble. Effectivement. Déjà à l'époque. C'est ça. Et j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors du coup, moi, c'est François Ngaï. Je suis product owner dans une boîte de l'agtech, je peux le dire, Criteo. Et à la base, du coup, sur ces dernières années, je me suis pas mal spécialisé sur les outils de gestion de la relation client, les outils CRM. Et notamment dans le secteur des médias. Super. Et tu as beaucoup travaillé sur Salesforce, il me semble. Exactement, récemment. Tout à fait. Exactement, je travaille pas mal sur Salesforce, qui est quand même l'un des outils phares de la gestion de la relation client. Et justement, sur cet outil, il y a pas mal d'évolutions et d'innovations et qui ont aussi attrait à l'IA. Super intéressant. Yes. Et tu es aussi entrepreneur. Exactement. Tu as plusieurs casquettes intéressantes, notamment la musique, mais pas que. C'est ça, exactement. Du coup, à mes heures perdues, on va dire que je suis entrepreneur et la musique, moi, je suis de base intéressé par l'industrie ou les industries créatives. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, j'avais lancé une boîte spécialisée c'était une marketplace en fait qui permettait à des designers de vendre en ligne des tenues sur mesure. Mon couturier connecté. Mon couturier connecté, exactement, MCC, parce que généralement, quand on parle de sur mesure, on parle forcément d'un point de vente physique. Et là, l'idée, c'était de digitaliser ce processus. Et par ailleurs, comme tu l'as mentionné, je fais de la musique. Parce que je pense que c'est quelque chose qui me permet de m'exprimer autrement et finalement d'avoir cet équilibre entre le train-train quotidien et justement cette partie où on peut expérimenter d'autres choses et créer une sorte d'équilibre entre les deux. Ça me parle beaucoup effectivement et quand on parle justement de technologie, parce qu'on va venir un peu au dur du sujet, il y a quand même une notion de créativité. Parce que l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, ça reste un assistant. Mais le product manager ou même tout utilisateur de l'intelligence artificielle, c'est lui le directeur artistique, on va dire, de son projet. Il doit utiliser les technologies, mais comme une assistance. Complètement. Et donc moi, je voulais d'abord échanger avec toi justement sur un peu les notions d'automatisation. Oui. Parce que quand on pense à l'IA, on pense justement à comment on automatise, on gagne du temps. Et ça nous libère aussi du temps pour des tâches à plus de valeur ajoutée. Effectivement. Et comment toi, tu entrevois, tu vis justement ces sujets? Alors, c'est une bonne question. Pour moi, aujourd'hui, l'IA permet d'alléger, on va dire, le quotidien en product owner. On sait qu'en tant que product manager ou owner, on occupe une place assez centrale dans l'organisation parce qu'on est à cheval entre les équipes de dev, le business, les UX designers, les sponsors. Donc, finalement, c'est un métier où on discute avec pas mal d'interlocuteurs et le temps, la productivité, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour moi, là où l'IA va avoir le plus d'impact, c'est justement sur cet aspect efficacité, productivité. Et cela peut se vérifier finalement dans les différentes phases du cycle de développement d'un produit. Donc, quand on est sur des phases de discovery, l'IA peut justement aider à cadrer, on va dire, notre périmètre de découverte. Et typiquement, l'IA peut assister et aider à préparer un guide d'entretien. Je sais que je dois avoir des utilisateurs sur une thématique donnée. Je peux plus ou moins avoir des informations sur ce processus et l'IA peut aider justement à cadrer ou à initier en tout cas ce guide pour savoir les premières thématiques qu'on va aborder. Le deuxième aspect sur cette phase de discovery,
c'est typiquement une fois qu'on a passé les entretiens qualitatifs, de recueil de besoins métiers, pouvoir justement facilement analyser cette donnée. oui. On sait qu'on peut passer des heures à relire les échanges avec le business, avec les autres parties prenantes. Et l'IA peut aider à peut-être faire émerger des verbatims, des pain points ou ce genre de choses. Et je pense que ça peut vachement aider sur cette phase. Et à agréger aussi de la donnée justement très, très dense parfois. Complètement. Et à en sortir un peu la quintessence, finalement, ce qui est important pour toi en tant que product owner. Exactement, tout à fait. Et toujours sur cette phase de discovery, on peut l'utiliser également pour finalement penser à des cas d'usage qu'on n'aurait pas identifiés spontanément à prime abord. Sur la phase de build, et qui est peut-être la phase où le product owner peut passer 70% de son temps, parce que justement, sur des aspects plus opérationnels, on doit initier en backlog de user stories. Et typiquement, là où je pouvais passer toute une journée à créer peut-être une centaine de user stories pour démarrer un projet, avec l'IA, finalement, fort de tous ces inputs qu'on aura recueillis lors des entretiens avec les end-users, on peut justement permettre de documenter ces informations, les donner à l'IA pour qu'il nous les ressorte sous forme de user stories avec un format bien précis. On peut lui dire qu'on a besoin d'avoir des critères d'acceptance. Moi, j'utilise généralement le modèle Gherkin, Given When Then. Et finalement, peut-être en 15 minutes, je peux mettre ces données. J'utilise Copilot parce que du coup, par rapport aux entreprises, on utilise généralement des IA sécurisées. Oui. Et du coup, en donnant ces informations-là, je peux finalement, au lieu de passer toute une journée à créer des user stories, en 15 minutes, on va dire, générer une première liste de user stories structurées, dédoublonnées. Et forcément, il y aura ce travail humain de repasser derrière pour ajouter plus de détails, contextualiser un peu plus, mais en tout cas, le gain en termes de productivité est totalement mesurable et c'est assez considérable. Ah, bien sûr, et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la technologie en mode assistance. Exactement. Des métiers, parce que du coup, on ne demande pas à la technologie de tout faire. C'est sûr. Mais notre rôle aussi, c'est de bien structurer les choses, de bien processer justement en amont. Exactement. Pour utiliser les technologies de façon utile. C'est ça. Et pas simplement se baser sur des effets de mode ou autre. Ah oui, complètement. C'est même le pendant de l'IA. On peut tout de suite être tenté par suivre la tendance, sauf que faut vraiment se raccrocher à de vrais use cases. Et dans les phases de delivery, après, ça peut aller à aider à la rédaction des cahiers de tests, mais aussi aider à faire de la veille technologique. Moi, je travaille sur Salesforce et c'est vrai que c'est un outil qui évolue au quotidien. Donc, je me suis créé un agent, en fait, qui me permet de pouvoir scroller les dernières releases et de le contextualiser avec les éléments qui m'intéressent, notamment tout ce qui est lié aux médias, qui est lié à la gestion de ticketing client. Bon, sur Salesforce, c'est le case management, c'est comme ça que ça s'appelle. Et finalement, je peux utiliser l'IA pour filtrer des données peut-être denses en entrée et vraiment recentrer sur ce qui m'intéresse le plus. Ah, c'est vraiment super intéressant et je pense qu'aussi, là tu parles un peu de l'apport justement de ces technologies. Tu as un sujet quand même de bien contrôler que l'information est correcte. Oui. Parce que l'IA, comme tu le sais, il y a des hallucinations. Complètement. Les réponses parfois sont un peu aberrantes parce que l'analyse aussi des systèmes a ses limites, l'analyse algorithmique. Ah oui. Et donc, c'est vrai qu'on doit aussi quand même vérifier les informations. Ça, c'est sûr. Moi, je le vois plus, du coup, l'IA, en tout cas, comme un outil. Elle n'a pas du tout vocation pour remplacer le travail humain, d'analyse qui peut être basé sur des choses rationnelles, mais également sur de l'intuition, de l'instinct. Donc, c'est totalement primordial de gérer ça. Et pour pallier aux hallucinations, il y a des techniques, dans les prompts, de mettre quand même des garde-fous et de s'assurer qu'on peut lui dire typiquement de ne pas inventer de réponse s'il en a pas. Et donc, quand on parle de technologie, nous, on est dans le domaine du produit. Oui. Donc, comme je le disais, tu es product owner chez Criteo. Il faut souvent pouvoir se mettre au niveau des parties prenantes parce qu'on est amené à collaborer avec des développeurs, des data scientists, des métiers. Et un peu tout l'enjeu, c'est aussi de pouvoir se comprendre.
Oui. Donc d'avoir un lexique commun, peut-être se former, peut-être aussi former les équipes. Et comment toi t'appréhendes ces sujets justement de formation continue, par exemple pour dialoguer avec des data scientists sur des technos particulières, ou comment tu t'y prends? Non, c'est une très bonne question. Alors moi, dans mon domaine d'expertise qui est Salesforce, du coup, il y a pas mal de documentation, il y a même des sandbox, hein, des environnements disponibles où on peut expérimenter des choses. Donc, je capitalise pas mal là-dessus. Après, je pense que même de manière générale, l'auto-formation aujourd'hui, pour avoir des premières bases ou d'avoir les fondamentaux, les basiques sur une thématique donnée, on peut franchement, avec l'auto-formation, trouver en ligne du contenu qui peut permettre d'avoir déjà ce premier pas. Et après, je suis totalement d'accord avec toi. Il faudrait qu'on puisse appréhender, connaître certaines notions pour faciliter les échanges avec les développeurs. Donc, pour moi, c'est connaître que quand même les éléments dans le langage, la base quand on parle de modèles d'IA, savoir connaître les différents modèles qui existent et à quoi ils peuvent servir et comment il pourrait justement intervenir dans un processus ou un autre. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir accès à énormément d'informations sur Internet. Oui. Donc on a par exemple Udemy pour quelques dizaines d'euros, on peut avoir des formations exceptionnelles. Exactement. Et aussi tout simplement sur YouTube, on peut avoir des ressources d'une grande qualité sur tous ces sujets. Tout à fait. Et sur les podcasts aussi. Hein. Sur les podcasts, c'est aussi un moyen de se former finalement. Exactement. Et je voulais un peu savoir pour toi les compétences justement actuelles et peut-être aussi futures. Déjà les hard skills, si tu pouvais m'en donner un petit peu, peut-être trois pour un PO, justement dans un contexte technologique comme toi tu peux être par exemple. Alors dans un contexte technologique orienté data, IA, je pense que avoir des notions en modèle de données, ça peut déjà permettre d'aider vachement. Pouvoir justement comprendre les modèles de données, comment les tables, les objets interagissent entre eux. Si on arrive aussi à pouvoir requêter sur une base de données pour justement identifier à un moment ou à un autre la qualité de la data qu'on a, Bien sûr. je pense que ça va être des choses assez essentielles, en tout cas, si l'IA progresse de la façon... Oui, parce que l'IA, c'est avant tout la donnée. Exactement. Donc, si on maîtrise Python, SQL, oui. C'est vrai que c'est un gros plus quand on est PO, au-delà même des métiers un peu plus techniques. C'est ça. Quand on parle de data scientist, évidemment, qui maîtrise ces technos. Parce que je pense qu'on va être data scientist, c'est vraiment un métier à part entière. Et j'ai des notions en SQL. Python, je maîtrise pas trop, mais voilà, je pense que si on a quand même cette approche de connaître comment fonctionnent les modèles de données, de pouvoir faire de l'architecture exactement, pouvoir requêter, c'est déjà en premier hard skill, je pense, assez intéressant. Le deuxième, je dirais que si on arrive aussi à avoir des notions sur comment les API fonctionnent, tout ce qui est connexion API, ça va être essentiel parce qu'avec l'IA, on ne va pas tout le temps pouvoir développer en chambre des solutions clés en main. Donc, parfois, on va utiliser des solutions existantes et faire appel au niveau de certains processus à des modèles déjà existants. Des éditeurs qui proposent déjà des solutions un peu clés en main, quoi. Exactement. Et du coup, savoir comment on peut se plugger, se brancher à ces solutions existantes va être assez primordial également. Toi, tu penses que le rôle du PO va évoluer justement avec une dimension peut-être un peu plus technique à l'avenir, ou c'est quoi ta vision sur ces sujets? Est-ce que pour toi, le PO, c'est d'abord finalement un rôle business, ou est-ce que justement, comme tu le dis, le fait qu'on est de plus en plus sur des sujets technologiques, ça va demander de maîtriser justement tous ces sujets d'architecture fonctionnelle et technique parfois qui sont un peu des sujets finalement techniques? Oui, je vais couper la poire en deux. Je dirais qu'il faut avoir... je dirais qu'il faut avoir une bonne base quand même de matière fonctionnelle, business, parce qu'avant tout, on est PO pour résoudre des besoins et résoudre des problématiques, pardon. L'utilisateur, finalement, qu'on utilise une solution ou une autre, c'est pas vraiment ce qui importe. Tant que ça marche, il est satisfait. Voilà. Exactement. Donc, je pense que de base, on est quand même sur des problématiques assez fonctionnelles. Après, la technologie et la technique peut aider justement à voir comment mieux appréhender le parcours, à être peut-être
plus proactif quant à la proposition de solutions. Mais je pense quand même que c'est important dans les équipes, et heureusement, d'avoir des profils plutôt totalement techniques qui pourront justement aider le PO sur ces aspects un peu plus complexes à faire le bon choix. Donc, avoir quelques connaissances techniques, c'est pas mal, mais je pense que le plus gros, ça reste quand même sur des aspects business et fonctionnels. Au moins s'y intéresser, et là on en vient un petit peu aux soft skills du PO. Oui. Parce que déjà, l'apprentissage, la dynamique un petit peu de formation continue, c'est déjà un peu une soft skills, finalement. Le fait de se dire, je me maintiens à niveau, je vais apprendre un nouveau langage, par exemple, justement, peut-être pour mieux comprendre ces équipes techniques. Oui, justement, ces soft skills, moi, je dirais que le premier aspect, c'est le sens de l'écoute. C'est vraiment pouvoir prendre le temps d'écouter le end user, d'essayer de comprendre ses problématiques pour justement pouvoir proposer une solution. Parce que généralement, surtout sur des sujets comme l'IA ou l'innovation ou les nouvelles technologies, en tant que product, on peut tout de suite être tenté de vouloir apporter une solution avant même de découvrir le besoin. Donc, je pense que c'est assez central de pouvoir être à l'écoute. Et après, du coup, pour moi, le deuxième soft skill, c'est de pouvoir être empathique, en fait, pouvoir se mettre dans la chaussure des end users et ne jamais se prendre pour le client, justement. Et quand on a cette approche user-centrique, de se dire finalement quels sont mes personas, quels sont leurs besoins aujourd'hui dans le parcours utilisateur qu'ils ont, quels sont les pain points, on peut être plus pertinent en tout cas à apporter des solutions. Et après, le dernier soft skill, ça va toujours tourner autour de l'humain sur les aspects relationnels. Quand on parle d'IA, on parle de technologie, mais il ne faut pas oublier que derrière toute solution technologique, il y a des humains pour utiliser ça. Et je pense qu'avoir des qualités relationnelles, c'est totalement primordial pour un PO. C'est important de le rappeler, et notamment quand on parle justement de ces outils tech. Parfois, on a aussi des outils où il y a de la résistance au changement. Parce que les gens, ils ont parfois un peu peur aussi de changer d'outil. Complètement. Ils se demandent aussi si ça ne va pas les remplacer parfois. Tout à fait. Parce qu'un outil, ça peut aussi, en tout cas, diminuer un flux de travail existant. Complètement. Donc, je pense que c'est effectivement très important que tu rappelles cette valeur qui est que la technologie est là pour nous aider avant tout. C'est ça. Et n'est pas un but en soi. Exactement. Au final, quoi. Et pour des product managers, des product owners juniors qui commencent dans le métier, qui ont peut-être une expérience ou deux avant, c'est quoi un petit peu tes conseils que tu pourrais donner à ces jeunes ? Moi, je pense que c'est déjà d'avoir envie. C'est peut-être que, je sais pas comment le dire, mais j'allais dire d'être passionné par ce métier de product, parce que je pense que travailler sur les produits, en tout cas, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Pouvoir aider les gens à solutionner des problèmes. On va même dire qu'on peut être des médecins du quotidien des gens. Je pense que c'est assez intéressant quand on est passionné par l'aspect produit. Je pense que ça peut nous pousser à justement mieux se documenter, mieux se former. Et la formation passe par plusieurs canaux. Ça peut passer par justement discuter avec des personnes plus expérimentées. Il y a vachement de documentation sur la gestion d'un produit. Et c'est quelque chose qui n'est pas fixe parce que ça évolue. Les produits qu'on avait il y a 10 ans ne sont pas forcément les mêmes. Donc pour moi, c'est bien se documenter, se former. Et après, ça va être peut-être de s'inspirer de produits existants et qui ont bien marché. On a toujours tendance à vouloir créer quelque chose de nouveau, mais on peut très bien prendre des choses qui existent dans un domaine, dans une industrie. Ou dans d'autres pays. Et les réadapter. Comme Le Bon Coin, par exemple. Le Bon Coin, c'est un exemple d'une réussite française sur la base d'un concept existant à l'étranger, par exemple. Exactement. Donc, l'innovation peut arriver de plusieurs façons, de façon incrémentale ou de façon, en mode de rupture avec quelque chose de totalement innovant. Mais je pense que la passion pour le produit et pour résoudre des problèmes, pour moi, c'est la première chose. Et après, c'est vraiment se former. Parce qu'on ne cesse de grandir, en fait, en tant que product, parce que le métier évolue tellement vite que
on ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Et même ayant de l'expérience, on peut toujours tomber sur de mauvais réflexes, typiquement en posant des questions à un utilisateur, à induire des réponses, alors qu'on devrait peut-être quelque part être neutre pour pouvoir justement se mettre dans la chaussure de l'autre sans biais particulier. Ça, c'est top, un métier où on peut toujours progresser, s'améliorer et puis justement sentir qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ça, exactement, c'est assez vraiment, stimulant. C'est hyper stimulant. Ouais. J'aimerais te proposer un petit mot de la fin sur un sujet qui t'anime. Ça peut être soit tes passions ou soit le sujet du jour sur le produit. Peut-être sur le produit, moi j'aime bien l'aspect innovation, Ouais. parce qu'à la base en fait j'ai fait une formation en marketing de l'innovation et c'est par la suite que je l'ai complété avec... Paris Sud d'ailleurs. Exactement, à Paris Sud, exactement, et que je l'ai complété avec un master spécialisé en e-business. Du coup pour moi en tout cas, permettre aux gens d'améliorer leur quotidien. Alors le produit en fait il existe dans tous les domaines. Dans la médecine, dans les sujets du quotidien. Moi, je suis aujourd'hui product owner sur Salesforce, donc c'est pour aider les sales à être plus efficaces dans leur quotidien. Donc, c'est finalement améliorer le travail quotidien des utilisateurs internes. Pour moi, c'est quelque chose de primordial et on ne doit pas en oublier l'éthique et la déontologie. Donc, ça veut dire que même avec l'IA, il faut quand même penser à l'usage des données personnelles, à l'empreinte carbone, parce qu'on sait que l'IA peut être assez énergivore et du coup, c'est des aspects quand même auxquels il faut faire attention, la réglementation, s'assurer que ce qu'on met en place est vraiment en phase avec les législations et le respect et le bon sens. C'est aussi super que tu parles de ces sujets parce que c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier qu'on a cette responsabilité. D'ailleurs, qu'on soit PO ou qu'on soit un autre acteur dans l'organisation, un peu d'un point de vue sociétal, on a quand même un impact chacun, donc on doit le garder à l'esprit. Et c'est bien que tu puisses le rappeler dans ce mot de la fin. Tout à fait. Écoutez, merci pour votre attention. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter l'épisode et puis on vous répondra avec François. Avec grand plaisir. Yes. Merci beaucoup, François. Merci à toi. Bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!